Enseignement supérieur et coronavirus, quelle contribution à la gestion de la pandémie, quelle meilleure utilisation des solutions numériques, quel appui de l'État, comment adapter davantage les contenus aux réalités technologiques. Pour en parler, ce dimanche 3 mai 2020, de hauts responsables de l'enseignement au Sénégal et à l'étranger. Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'enseignement supérieur et ancien recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ababacar Sedirsi, fondateur et président directeur général de Subdeco. Adamou Moussa Saleh, directeur général de l'ESMT. Pape Aliou Ndiaye, directeur général de l'ESP. Mbaye Amar, directeur des opérations du groupe ISM. Et Mamadou Lamine Goudiaby, directeur de la formation et de la recherche à l'ESTM. ITEC spécial enseignement supérieur et coronavirus à suivre ce dimanche 3 mai par visioconférence sur e-radio aux alentours de 7h25 et 12h25. ITEC, l'émission Deux mondes qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Plaisir de vous retrouver sur l'antenne de e-radio pour un numéro spécial dédié à l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur dans ce contexte de coronavirus, quelle contribution côté innovation? Des écoles se sont déjà illustrées avec plusieurs solutions numériques pour aider à la gestion de la pandémie. Je n'en parle pas beaucoup parce que nous allons en parler pendant 50 minutes ce dimanche. Plusieurs solutions numériques commentées par plusieurs hauts responsables de l'enseignement supérieur, même dénominateur commun, l'enseignement supérieur que vous avez dirigé, Mary Teuw Niane, d'octobre 2012 à avril 2019. Bonjour. Bonjour Ousmane. Professeur titulaire de classe exceptionnelle, ancien recteur et président de l'Assemblée de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Vous êtes mathématicien, un mathématicien passionné, d'ailleurs qui plaide notamment pour une mathématique dans nos langues nationales, le Wolof et le Pulaar. Particulièrement, vous êtes un domondar, comme on dit, de même qu'Aboubacar Sedirsi. Bonjour à vous, monsieur le PDG. Bonjour, Ousmane. Fondateur et président, directeur général de Subdeco, grand passionné des lettres et des mathématiques, feu Alpha Date, votre ancien professeur surnommé Monsieur Larousse. Un parcours en transport et logistique, commerce international et marketing, ancien directeur commercial de Manutrans International, ancien directeur adjoint du marketing de la Sotiba Simpafrique, qui avait réalisé un chiffre d'affaires arrêté à la somme de 18 milliards de francs CFA, administrateur de la EGBS, membre du comité d'audit et des comptes, membre du conseil présidentiel de l'investissement, président de la confédération des grandes écoles BM, IAM, Subdeco et bien entendu ISM. L'ISM, tout comme Subdeco, nos voisins ici au point E, l'ISM représenté dans cette émission ce dimanche par Mbaye Amar. Bonjour. Bonjour Ousmane. Directeur de l'école d'ingénieurs et Digital Campus du groupe, ancien chef du service informatique, chef du département management, directeur des programmes, auditeur qualité de formation, formateur, présentement directeur des opérations de l'ISM. Professeur Papa Aliou Ndiaye, merci aussi à vous pour nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, monsieur Gueye. Directeur général de l'ESP, vous l'êtes depuis juillet 2017, professeur titulaire à l'école supérieure polytechnique de Dakar où vous enseignez l'électronique et les énergies renouvelables. Bonjour Adamou Moussa Saleh. Bonjour Ousmane. Vous remplacez Mohamedou Saïbou, un habitué de nos émissions à la tête de l'école supérieure multinationale des télécoms. Pour aller vite, architecte urbaniste des services de télécom, vous avez longtemps travaillé chez Orange comme ingénieur concepteur au siège du groupe, c'est-à-dire à Paris, diplômé de Télécom Paritech. Mamadou Lamine Goudiaby, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'école supérieure de technologie et de management, directeur de la formation, de l'organisation et de la recherche. Un premier tour, j'allais dire un premier clic de table comme nous sommes en visioconférence dimanche. Comment chacun d'entre vous assure la continuité des cours? Je démarre par monsieur le PDG de Subdeco, Aboubacar Sedirsi. À la suite des mesures édictées par notre gouvernement, nous avons immédiatement procédé à la mise en place d'un dispositif pour que nos enseignements ne connaissent pas de rupture. Cependant, nous avons eu la chance d'avoir eu
une plateforme digitale dans le cadre de notre département e-learning qui dispensait nos enseignements un peu partout à travers l'Afrique et je dirais même à travers le monde. Oui. Et cette plateforme nous a permis donc de basculer la totalité de nos programmes en enseignement à distance. Cela se passe très très bien. Nos étudiants suivent. Il y a eu quelques difficultés au départ. Certains étudiants n'ayant pas d'ordinateur ni de smartphone. L'école a pourvu à cela en les aidant à s'équiper. Donc, pour le moment, je pense qu'au niveau administration de la plateforme, il n'y a pas de problème particulier, sauf que les étudiants et les parents ont déjà dit leur satisfaction. Maintenant, je voulais ajouter, je ne sais pas si j'ouvre un débat déjà tout de suite. Allez-y, pourquoi pas? Je ne pense pas qu'on puisse former un futur cadre d'entreprise totalement à distance. Donc, ce dispositif est certes efficace et très plaisant, mais ne saurait remplacer dans beaucoup de domaines un enseignement en présentiel, parce que j'ai toujours pensé que l'enseignement à distance était un palliatif, un support, un complément à la formation d'hommes, de futurs responsables que nous devons apporter à nos étudiants. Donc, y aller avec le moderne et le traditionnel, les deux donc à la fois, M. Si. Absolument. Il faut y aller parce que la formation nécessite quand même beaucoup de contacts, pas physique, mais de contact entre le formateur et le formé. Qui puisse lui transmettre son savoir en y mettant tout ce qu'il faut comme ingrédients humains. Comme, vous savez, c'est vraiment la grande problématique de l'enseignement moderne. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'idées par rapport à ça, mais j'aimerais, pour ne pas garder la parole, dire que c'est quand même un palliatif. Parce que je vois il y a beaucoup de grands partisans de l'enseignement à distance, totalement à distance, qui est beaucoup moins coûteux, bien entendu, mais qui reste quand même un complément simplement. Papa Lundiaï, directeur général de l'ESP, ça se passe comment chez vous? Voilà, je vous remercie donc, M. Gay. Permettez-moi d'abord de saluer les illustres personnalités qui sont autour de cette table virtuelle et je voudrais distinguer collègues et notre ministre, et en tout cas de l'enseignement supérieur de la Suède, notre professeur Maritornian, avec qui nous avons beaucoup échangé. Alors, au niveau de l'école supérieure polytechnique, c'est vrai que nous avons consenti beaucoup d'efforts ces dernières années sur la modernisation de nos outils numériques de travail, sur l'amélioration du réseau, sur la mise en place aussi de services dédiés à la formation à distance. Nous avons aussi un centre technico-pédagogique qui a été mis en place, d'ailleurs inauguré par le professeur Maritornian. Et dans cet espace, effectivement, on a enseigné, on enseigne donc, les enseignants sont formés donc pour la mise en ligne de ressources matérielles comme les MOOC, etc. Alors, au niveau donc de notre pédagogie de manière générale, vous savez, nous sommes une école de formation professionnelle, il y a une partie engineering très, très, très importante. Il y a certains cours, effectivement, qui ont été mis en ligne. Certains modules de certification sont en ligne. On a travaillé beaucoup avec des collègues, des partenaires à l'étranger, et donc les cours se font en ligne. Mais disons que globalement, l'option que nous avons prise depuis très longtemps, c'est l'option bimodale, c'est-à-dire donc des cours en ligne et des cours donc présentiels, parce que comme vous le savez, donc les travaux pratiques, beaucoup de domaines, dans le domaine du génie chimique par exemple, ne peuvent pas se faire à distance. Et donc, lorsqu'on a eu cette rupture, effectivement, j'allais dire brutale des enseignements due effectivement à la pandémie, nous avons tout de suite basculé, donc, autant que possible, tous les cours qui devaient se faire au deuxième semestre, donc, nous avons basculé donc, en ligne. Évidemment, nous les avons fait de manière progressive. Il y a d'abord des départements qui se sont mis, d'autres, parce qu'il faut former les enseignants, il faut aussi encadrer les étudiants et effectivement essayer de résoudre aussi les problèmes au fur et à mesure que ça arrive. Par exemple, certaines difficultés que nous avons notées effectivement de connexion pour certains étudiants qui sont déjà partis dans des zones blanches.
donc, où il n'y a pas de connexion, etc. Et des enseignants aussi qui n'ont jamais été formés, effectivement. Donc nous avons mis en place une structure qu'on appelle un comité technique pour l'encadrement, effectivement, de ces étudiants, de ces enseignants, pour la place de ligne, de cours en ligne. Aujourd'hui, effectivement, à l'heure où je vous parle, tous les départements, donc on en a 6, donc se sont donc mis à la confection de cours en ligne, et donc les cours se poursuivent. Mais de toute façon, comme le PDG de SUBDECO l'a dit, effectivement, nous, c'est l'option donc bimodale, c'est-à-dire que nous anticipons sur des futurs rattrapages parce que les cours magistraux et les TD, donc là, on a pris l'option de les faire en ligne. Mais évidemment, lorsqu'on va revenir, effectivement, on concentrera plutôt sur les travaux pratiques, effectivement, et les projets professionnels. Oui, merci beaucoup, Papa Lundia, directeur général de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Je vais à présent donner la parole à Adamou Moussa Saleh. Bonjour Ousmane. D'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble des invités. Je pense que c'est une opportunité pour moi d'abord de faire leur connaissance en dehors de l'éminent professeur directeur général de l'ESP avec qui nous avons eu déjà effectué une mission à Paris il y a quelques mois. Je vous salue aussi vraiment de cette innovation parce que pour nous, c'est une opportunité de présenter l'ensemble des efforts que nous consentions dans le cadre de nos activités. Concrètement, au niveau de l'ESMT, lorsque la pandémie a surgi et que le gouvernement a pris la décision de suspendre les cours en présentiel, c'est vrai que ça nous a beaucoup surpris. Mais nous avons eu la chance d'anticiper ces genres de crises parce que nous avons toujours considéré la formation en ligne comme étant une composante du dispositif de formation. Par le passé, nous avons déjà des partenariats de très haut niveau parce que l'ESMT, c'est un centre d'excellence de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Et dans ce sens, nous avons déjà des masters que nous animons en ligne avec ce partenaire et nous avons des étudiants qui sont un peu repartis sur le continent. Donc, nous avons déjà une expertise avérée dans ce domaine et avec GSMA, nous avons eu il y a quelques mois d'ailleurs à lancer un master en ligne. Donc, lorsque l'idée de la suspension par le gouvernement est arrivée, donc nous avons basculé une partie de nos formations déjà sur les outils dont nous disposons. Il faut préciser qu'à l'ESMT, nous avons déjà un département dédié à la formation à distance et donc de façon très séquentielle, nous avons basculé progressivement l'ensemble de nos cours qui étaient auparavant effectués en présentiel sur nos différentes plateformes. Il y a des plateformes dont nous disposons, une plateforme dont nous disposons déjà à l'ESMT, mais il faut savoir que l'usage, en tout cas du point de vue parcours utilisateur des plateformes qui sont déjà en ligne, c'est beaucoup plus facile et l'accessibilité est au rendez-vous. Donc immédiatement, nous avons basculé plus de 80% de nos cours sur l'outil Microsoft qu'on appelle Teams. Et donc, j'ai demandé il y a quelques temps qu'on me fasse une petite enquête de satisfaction au niveau des étudiants. Et force est de constater que la satisfaction est au rendez-vous. Un des points qu'il faut prendre en compte, c'est qu'au niveau de la formation à distance, il faut tenir compte d'un des points très fondamentaux, qui est l'équité et l'égalité. Donc, il faut vraiment se donner les moyens pour que certains étudiants ne soient pas exclus. Et dans ce sens, nous avons pris des mesures au niveau de l'ESMT pour mettre à la disposition des étudiants des kits de connexion Internet pour pouvoir assurer cette continuité sur la durée au niveau de nos cours. En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une composante importante pour nous et nous espérons que même au-delà de la pandémie, ça restera un des dispositifs sur lesquels nous allons capitaliser. Adamou, oui. Est-ce que chez vous, vous nous avez répondu en quelque sorte en disant un peu que vous essayez de mettre tout le monde sur le même pied, mais en même temps, ce n'est pas facile. Un regard rapidement avant d'aller plus en profondeur dans cette émission. Comment vous trouvez un peu la politique étatique concernant l'éducation à distance? Est-ce que justement cette équité et cette égalité, est-ce qu'elles sont respectées? En tout cas, de par les différentes informations qui nous sont remontées, le ministère est en train de se battre pour mettre à la disposition de la population ces outils pour assurer la continuité de l'enseignement.
Et d'abord, il y a eu la formation des formateurs dans les zones défavorisées et je pense que ça, c'est une décision qui est à saluer. Mais comme dans tous les pays, je pense que ça n'a pas été simple. C'est un investissement sur la durée. C'est un investissement au niveau de la formation des formateurs. C'est un investissement au niveau des outils pédagogiques et didactiques à mettre en place par le gouvernement. Le gouvernement, je pense qu'à travers ces différentes initiatives, s'est battu, mais souvent, il va falloir attendre un peu pour non seulement apprécier les résultats, mais surtout pour voir la maturité qui sera au rendez-vous. Je vais poursuivre le tour pour voir un peu les autres, comment c'est pris en charge cet enseignement à distance actuellement. Mais question à professeur Marito Onyan, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. On a l'impression que ça nous tombe un peu du ciel. L'épidémie actuellement, on s'organise comme un peu. Est-ce qu'avant, il y avait une véritable politique d'enseignement à distance au Sénégal? J'entends par enseignement une véritable politique, un enseignement qui soit élargi à tout le territoire national, déjà éprouvé, expérimenté. Est-ce que ça a déjà été le cas? Permettez-moi d'abord, Ousmane, de vous remercier pour cette invitation et de saluer mes collègues, amis et frères qui sont autour du micro. Et je salue particulièrement mon camarade de promotion avec qui nous avons pris l'avion pour faire les classes préparatoires, Ababacar Siddiq, mon cadet à Toulouse, Papa Alioune Ndiaye, et mon petit-fils mathématique, Mamadou Lamine Goudiaby, et nos illustres interlocuteurs. Alors, il faut dire que l'enseignement à distance est quand même assez ancien au Sénégal. Si vous vous souvenez, il y a eu les centres de l'université virtuelle africaine, le grand projet de la FASTEF pour la formation des professeurs de collège. Il y a eu le grand projet d'enseignement à distance de formation de conservateurs par les... Et évidemment, il y a eu la mise en place des IFOAD. Moi-même, j'ai mis en place l'IFOAD à l'UGB. Et ensuite, lorsque j'ai été ministre, avec les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, la décision numéro 2 du Conseil présidentiel était le développement du numérique et de l'enseignement à distance. Et c'est dans ce sens-là qu'une politique a été mise en place, création de l'université virtuelle du Sénégal. Et là, je rejoins Ababacar Siddiq parce que l'UVS est une innovation sénégalaise qui a une spécificité. Ce n'est pas le tout pour l'enseignement à distance. Le cas humain est préservé. Il fallait développer la culture d'équipe, la culture d'appartenance, l'enracinement au niveau des communautés et ensuite, évidemment, la capacité d'exercer. Et cela passe par nécessairement un espace présentiel qui était donc l'espace numérique ouvert et non. Et l'ambition de l'UVS, c'était d'être présent sur l'ensemble du territoire national. Les ENO, il était prévu 45 ENO. Quand je quittais, il y avait 23 en construction au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Et l'UVS a montré sa force, je crois, parce qu'on est à 35 000 étudiants, mais on s'est occupé aussi de la question de la connectivité, parce que les universités, toutes les universités publiques ont été interconnectées avec une bande passante importante. Ensuite, on s'est occupé aussi de l'accès des étudiants à l'ordinateur portable. C'est le projet Un étudiant, un ordinateur, projet subventionné. Et pour les étudiants de l'UVS et des formations à distance du public, cet ordinateur était donné gratuitement, avec aussi une connexion à Internet, puisque une des sociétés de téléphonie a accepté de donner un prix mensuel de 2000 francs pour les étudiants de l'enseignement supérieur. Et à côté de cela, il faut dire que nous avons encouragé les universités à mettre en ligne des cours, comme l'a dit Pape Alioune Ndiaye, et plusieurs centaines de cours ont été mis en ligne au niveau des différentes universités. Maintenant, permettez-moi vraiment de féliciter les établissements qui sont au niveau de ce panel et le fait qu'ils ont basculé tout de suite au niveau de l'enseignement à distance, parce que la fermeture des universités et des établissements d'enseignement supérieur publics et privés ne signifie pas le fait d'aller en vacances. Et je pense que ça, c'est aussi le management et le leadership qui le permet.
et je voudrais vraiment les féliciter. Oui, merci beaucoup, professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal, ancien recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous allons vous redonner la parole un peu plus tard pour ce qui est du tour que nous faisions tout à l'heure sur comment est-ce qu'on prend en charge cet enseignement à distance. La parole à présent à Mbaye Amar. Je suis avec vous, Ousmane. Je rappelle que vous représentez l'ISM dans cette émission, directeur de l'école d'ingénieurs et digital campus du groupe. J'aperçois d'ailleurs l'enseigne de cette structure comme quoi on est bien voisins ici au point E, ancien chef du service informatique, chef du département management et directeur des programmes de l'ISM. L'enseignement à distance, vous le gérez comment? Permettez juste, Ousmane, que je vous remercie d'abord, vous, et que je m'incline devant les augustes personnalités qui partagent cette émission avec nous au nom de l'ISM. Le basculement des enseignements à distance à notre niveau, je pense que c'est la réalité que l'on partage aujourd'hui avec toutes les universités publiques comme privées au niveau du Sénégal. Beaucoup de tentatives ont été faites un peu partout, mais de façon assez pas forcément organisée au début, ne prenant en charge le plus souvent qu'un aspect ou qu'une partie le plus souvent des universités ou des écoles, mais avec cette décision qui a été prise, décision courageuse, hein, il faut le dire, qui a été prise de fermer les écoles au vu de cette situation qui nous est tombée tous dessus. Voilà, on a effectivement basculé. Ce basculement n'a pas été du tout évident, mais on a pu bénéficier quand même de l'appui, de l'appartenance de l'ISM, de l'appui de Galileo Global Education, qui est le groupe auquel appartient ISM et qui détient près d'une cinquantaine d'écoles, 80 campus au niveau international, avec certains de ces campus qui malheureusement nous avaient devancés dans le cadre de cette crise-là, en ayant été fermés parce que cette crise a d'abord frappé de plein l'Europe, là où on a également une école, l'Italie en particulier, la France également, et certaines des écoles qui sont là-bas ont été fermées 1 mois, 2 mois avant que la décision ne soit prise au Sénégal, et ces écoles avaient déjà commencé à expérimenter, à travailler à travers une plateforme qui s'appelle Blackboard Collaborate. Voilà, une plateforme d'enseignement à distance, de classe virtuelle, voilà, qui avait été commencée à être utilisée et qui donnait pleine satisfaction, aussi bien au niveau des enseignants, au niveau des apprenants également. Donc, ce basculement s'est fait sur cette base. Lorsque la décision a été prise à notre niveau, en 1 semaine, on a pu basculer 100% de nos enseignements au niveau de l'ISM. Rapidement, Mamadou Lamine Goudiaby. Oui, je suis là. Oui, chez vous, ça se passe comment, l'enseignement à distance? Je précise en même temps que cette émission, elle est également à distance, d'où les quelques impairs sonores, côté donc qualité de son, et nous nous en excusons. Mamadou Lamine Goudiaby, donc rapidement la parole à vous avant d'aller à la pause. Alors, chez vous, c'est comment cet enseignement à distance? Oui, je voudrais également, comme mes prédécesseurs, saluer les juristes invités qui sont autour de la table virtuelle, et en particulier notre grand maître, professeur Niane. Au niveau de l'ESTM, bien avant la crise, on avait déjà une stratégie pédagogique qui consistait à mettre 20% au moins des enseignements de chaque programme en ligne, excepté les premières années. Et donc, quand l'arrêt des cours a été prononcé par le gouvernement, nous avons juste ajouté des cours supplémentaires, et donc les cours sont ajoutés progressivement. Et pour les L1, nous avons dû basculer intégralement également les cours. C'est peut-être là où c'est un peu difficile parce qu'ils n'avaient pas commencé comme leurs aînés à faire les cours en ligne. Mais après, nous avons été agréablement surpris quand même par la réactivité de ces jeunes, parce que naturellement, le virtuel, c'est leur milieu d'évolution.
et nous avons noté des taux de présence au niveau des classes virtuelles moyenne de 90%. C'est assez énorme et on était surpris nous-mêmes de voir que les étudiants étaient assez mobilisés. Et bon, c'est vrai que cette situation, c'est un défi qui est lancé à l'enseignement supérieur, à l'humanité peut-être, et qui nous oblige à expérimenter d'autres chemins de vie, comme disait Carl Léon. ITEC spécial enseignement supérieur sur e-radio. Ce dimanche, nous sommes avec de hauts responsables de l'enseignement supérieur au Sénégal pour parler enseignement supérieur et coronavirus. Les écoles de l'enseignement supérieur se sont particulièrement illustrées avec plusieurs solutions. Nous en profitons pour en parler, mais parler globalement de l'enseignement supérieur, de l'innovation, des formations qu'il faut adapter aux nouvelles réalités digitales. Nous allons marquer une pause sur e-radio et nous vous revenons après le journal. À tout de suite donc, restez avec nous. ITEC spécial enseignement supérieur et Covid-19, 6 invités ce dimanche. Marie Théouniane, ancien ministre de l'enseignement supérieur et ancien recteur de Gaston Berger. Aboubacar Sedirsi, PDG et fondateur de Subdeco. Adamou Moussa Saleh, DG de l'ESMT. Papa Lundiaye, DG de l'ESP. Mamadou Lamine Goudiabi, directeur de la formation de l'ESTM, et Mbaye Amar, directeur des opérations du groupe ISM. Nous allons démarrer cette seconde partie par le PDG et fondateur de Subdeco, Aboubacar Sedirsi. Il a peu parlé dans la première partie. Nous allons vous donner la parole, monsieur le PDG, sur cette exigence d'équité dont on en parlait tout à l'heure dans l'accès aux cours, les cours à distance notamment en ce temps de Covid-19. Je voudrais d'ailleurs préciser que vous avez fait un très très bon choix de vos invités, de très grandes personnalités de l'enseignement, de la formation. Merci. C'est quand même intéressant. Marito Nian, mon ami et frère, qui a été quand même bâtisseur de tout ce dispositif de l'enseignement supérieur. Il a évoqué tout à l'heure l'enseignement à distance. Ben, c'est son œuvre. L'UVS aujourd'hui est une réalité très 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 forte. J'étais en discussion il n'y a pas longtemps avec le directeur pour voir dans quel cadre nous pouvons collaborer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la mise en place d'un système d'enseignement à distance, c'est-à-dire une technologie très puissante, des méthodes, une organisation et des contenus. Ce qui est très très important, ce sont les contenus des enseignements, ce système qui pourra permettre à notre pays et éventuellement à d'autres pays africains de profiter de ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement à distance. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est qu'il faut évidemment des enseignants formés. Mon ami M. Goudabi de l'ISM l'a dit tout à l'heure, il faut la formation des formateurs, c'est un grand défi, c'est un très grand chantier. Beaucoup d'enseignants ne sont pas... Parce que l'enseignement à distance n'est pas la réplique exacte de l'enseignement en présentiel. C'est deux choses différentes. L'enseignement en ligne ne peut pas avoir la même durée. Un cours en ligne ne peut pas avoir la même durée qu'un cours en présentiel. Il doit être très concis, très efficace, avec beaucoup d'illustrations vidéo, d'exemples, d'illustrations des phénomènes qu'on peut expliquer aux étudiants. Alors, c'est pour ça que j'ai fait appel, moi, au niveau de notre pays. Je parlais tout à l'heure de la mise en place, le professeur Manito parlait de la mise en place d'une connectivité entre les universités publiques. Il avait prévu également que le privé en fasse partie. Malheureusement, à ce jour, on ne voit pas une mise en œuvre de cette volonté. Et je pense qu'il faudrait qu'on comprenne que ça donnera une plus grande efficacité à l'enseignement à distance. Un dernier point sur cet aspect, je suis persuadé qu'il y a une expertise au Sénégal dans tous les domaines. Vous avez des universités
des enseignants très très bon niveau qui peuvent s'adapter, mais très rapidement à ces innovations et qui ont également la capacité de même d'aller plus loin dans les contenus. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la même chose. Il y a des choses qui diffèrent et nos enseignants sont en mesure, j'en suis persuadé, d'aller très très vite dans cette orientation. Juste un dernier mot, nous avons une volonté de mettre en commun un certain nombre, de mutualiser un certain nombre d'aspects de nos enseignements, de nos programmes, au seul profit de nos étudiants et de l'économie de notre pays et de l'économie de l'Afrique. Ce qui est, je pense, qui doit être encouragé, c'est la mise en commun, la mutualisation des forces pour permettre d'aller un peu plus loin dans ces technologies. Oui, je vais rebondir là-dessus, Monsieur Ababakar Seddiq Sy, PDG et fondateur du groupe Subdeco. Je donne à présent la parole à quelqu'un comme Monsieur Papa Alioune Ndiaye, directeur général de l'ESP. Vous avez beaucoup fait la une cette semaine, Monsieur le professeur, chez vous avec toutes ces applications que vous avez mises au point. On y reviendra, mais pour rebondir un peu sur la conclusion de M. Ababakar Seddiq Sy, un fonds pour l'innovation, pour aller un peu dans son sens, est-ce qu'on pourrait avoir un fonds pour soutenir l'innovation, un fonds qui soit mis à la disposition des écoles, des universités au Sénégal? Je vous remercie. Effectivement, avant de répondre directement à votre question, je voudrais partager effectivement le sentiment donc de M. Sy concernant donc l'équité, l'égalité et puis la mutualisation surtout, parce qu'effectivement, nous sommes, j'allais dire, au Sénégal, quand même un pays où il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'experts. Bon, il y a des choses qui se font et je pense que ce serait bien effectivement qu'on puisse travailler pour mutualiser. Je donne un exemple. Monsieur le ministre Baretouniar a parlé de l'expérience de l'UVS. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu, par exemple dans le domaine des mathématiques, de la physique, de l'anglais, etc., ces contenus qui sont développés par l'UVS. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est pourtant pouvoir utiliser ces contenus, au lieu quand même de pouvoir effectivement réinventer d'autres contenus. Et utiliser aussi les infrastructures de l'UVS, parce qu'on a parlé tout à l'heure. Nous, par exemple, on a investi beaucoup dans l'infrastructure au niveau local, au niveau de notre site. Mais aujourd'hui, les étudiants ne sont pas chez nous. Ils sont partis dans les régions. Et l'UVS a des espaces numériques. Voilà, ça aussi, on aurait pu, effectivement, si on a une mutualisation, nos étudiants pourront aller, effectivement, utiliser ces espaces numériques pour pouvoir, effectivement, se connecter. Ça pourrait en partie, effectivement, régler ce problème. Maintenant, en ce qui concerne l'innovation, je pense que, et la recherche d'ailleurs, bon, c'est pas par hasard, effectivement, que le ministère s'appelle le ministère de la Recherche et de l'Innovation. C'est deux choses qui vont de pair. Aujourd'hui, si on veut développer, en tout cas, notre pays dans tous les domaines, numérique, énergie, etc., il faut qu'on s'appuie sur nos ressources propres. Alors, comment susciter effectivement cette expertise-là? C'est de faire une compétition. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faudra assurer une bonne compétition de ces jeunes-là qui veulent innover dans tous les domaines. Il faut effectivement qu'on puisse mettre en place des mécanismes pour les accompagner, pour effectivement les former, parce qu'effectivement créer des startups, c'est pas très simple, il faut les accompagner, il faut les intégrer, etc. Mais je pense que effectivement, on doit pouvoir se pencher sur ces aspects-là. Il y a des signaux qui nous viennent de ces jeunes-là, qui innovent, qui répondent, etc., sans pourtant même quelquefois qu'ils sont organisés, mais qu'il faudrait vraiment organiser de manière concrète. Effectivement, pourquoi pas les accompagner, donner financer effectivement ces prototypes, etc. Et puis mettre aussi ce lien-là avec les entreprises pour qu'on puisse avoir peut-être un développement à grande échelle. Parce qu'effectivement, dans ces innovations-là, quelquefois on s'arrête au prototype, mais pour passer à l'étape effectivement de développement industriel, quelquefois on a aussi ces difficultés-là. Voilà, donc ça, je pense que c'est une piste qu'il faudrait voir, qu'il faudrait peut-être explorer. Et puis, en tout cas, nos écoles, bon, l'école supérieure polytechnique, les autres écoles aussi, hein, je pense que tout le monde s'y est mis, ont des potentialités vraiment énormes. Et cette pandémie-là nous a permis effectivement de les révéler. Et donc, je pense que ce serait dommage qu'on puisse les laisser
comme ça, et qu'après qu'on ne puisse pas avoir effectivement la suite. Voilà, je vous remercie. Mbaye Amar, comme l'a dit le directeur général de l'ESP, M. Papa Ndiaye, il anticipe d'ailleurs la question qui allait suivre, parce que régulièrement on voit des applications, le Sénégal est champion dans l'innovation. En même temps, on n'avance pas trop, souvent ce sont de très belles solutions numériques qui en restent au stade de prototype. Aujourd'hui, quelle stratégie pour développer et valoriser davantage ces solutions numériques de la part de nos étudiants? Merci beaucoup Ousmane pour cette question, je pense qui est très intéressante, très importante dans le contexte actuel. J'ai été agréablement surpris récemment de voir qu'il y a eu quand même des travaux, des choses qui sont en train d'être faites et qui sont suivies d'une réalisation effective en termes d'utilisation en tant que telle. Je parle par exemple d'une application que j'ai vue circuler ces temps-ci, Diaye Mombourou, qui a été développée en rapport avec le contexte actuel que nous vivons. Donc pour dire juste que les réflexions sont là, le génie est là, les jeunes sont dans toutes les dispositions qu'il faut pour éclore leur inventivité, leur créativité, et il faut qu'il y ait effectivement des stratégies pour les accompagner. Parmi ces mesures, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été déjà faites au niveau de l'État et qu'il faut également essayer de continuer de généraliser au niveau, à l'échelle nationale. Qu'est-ce que l'État a fait? Rappelez-le-nous. La DER, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il est un acteur, un maillon essentiel, fondamental dans l'accompagnement de ces jeunes startups, de ces jeunes qui créent et qui essaient d'innover. Dans le numérique, autant dans le numérique que dans d'autres domaines également. Mais je pense qu'aujourd'hui a fait de belles choses qu'il faut consolider et essayer un tout petit peu de généraliser à l'échelle nationale pour garantir l'accompagnement, comme l'a si bien dit le directeur général de l'ESP, l'accompagnement, la motivation, le coaching derrière de ces jeunes. Je pense que ce sont autant d'éléments qui permettront de garantir le succès et la continuité, surtout au-delà des simples prototypes, comme vous l'avez dit, qu'on ne s'en arrête pas à cela. C'est du coaching, c'est de l'accompagnement permanent, c'est un suivi, une équipe derrière qui accompagne et la motivation. Il faut motiver ces jeunes-là et leur faire savoir que il ne s'agit pas simplement de s'arrêter à la simple création, mais qu'il faut également aller au-delà. Et puis essayer de mettre à bien ces projets-là. Mbaye Amar, directeur des opérations du groupe ISM, la parole à vous, professeur Mary Teuw Niane. Mbaye Amar a parlé de la DR, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, mais on le sait, la DR, sa particularité, c'est pas forcément d'accompagner des idées, mais plutôt des projets qui marchent. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas un fonds dédié clairement à l'innovation estudiantine, si on peut l'appeler comme ça? Je pose la question à un ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche pour le Sénégal. Merci Ousmane. Je pense que nos collègues ont vraiment défriché le terrain et je voudrais sur deux points et revenir sur votre question. La première, c'est ce que Ababakar a dit. Je pense effectivement qu'il nous faut un espace national d'enseignement supérieur qui transcende le public et le privé, qui transcende l'enseignement à distance et présentiel, qui transcende même l'enseignement en arabe et en français. Car j'aimais toujours dire que le public et le privé sont d'égale dignité. C'est la même chose pour l'enseignement à distance et l'enseignement en présentiel. Et nous avons à la fois l'expertise, que ce soit les contenus, que ce soit la technologie. Car l'UVS a été construite exclusivement par des enseignants-chercheurs, des techniciens, des ingénieurs exerçant. Et cela, je pense que ça peut être partagé, comme l'a dit Pape Ndiaye. La question aussi de l'innovation. La question de l'innovation est importante. Aujourd'hui, nous voyons le rôle des imprimantes 3D. Un projet, Khalat Defar, et qui avait permis d'équiper les 3 écoles d'ingénieurs, l'ESP, l'EPT et l'IPSL, d'imprimantes 3D et d'initier les étudiants et les enseignants à leur utilisation. Et ensuite, il y a 2 ans,
je pense que c'est 2 ans ou 3 ans, nous avions acheté 10 imprimantes 3D qui nous ont permis d'équiper les universités et les centres de recherche et d'essai. Et vous avez vu donc ce foisonnement d'innovation qui est important, et ce foisonnement d'innovation passe nécessairement, pour qu'il soit durable, pour qu'il soit productif, par de l'État. Vous savez, la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur avait souhaité que le FIRST, le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, soit transformé en Fonds national de la recherche et de l'innovation. Et la transformation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en un ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation allait effectivement dans ce sens. Je pense qu'il s'agit, ce fonds, il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup de choses faites par la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Je pense qu'il faut arriver rapidement à le mettre en œuvre. Et je pense que, sans doute, je pense que le fonds lié au Covid-19, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'on a oublié 2-3 aspects importants. Le volet éducation-formation, qui à la fois est un volet d'entrepreneuriat, et il est essentiel que les entreprises de formation, que sont les établissements privés, soient pris en charge comme les autres entreprises au niveau industriel et de services, que la recherche soit prise en compte et que l'innovation soit prise en compte. Cette période est une période propice pour créer un levier fort pour que l'après-Covid-19 soit un après différent de l'avant-Covid-19, pour que le Sénégal puisse s'implanter un leader à la fois dans le développement de beaucoup d'industries dont aujourd'hui nous avons besoin, mais aussi le monde occidental a besoin, et que ces industries en réalité ne sont présentes qu'en Chine aujourd'hui. Oui, professeur Mary-Teuw Niane, toutes nos excuses pour la qualité sonore de son intervention. Sûrement, ça doit être un peu lié à la couverture de la zone dans laquelle il se trouve. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un fonds dédié à l'innovation hors contexte, autrement dit, un fonds qui soit toujours là pour l'innovation, pour financer l'innovation estudiantine, parce que on sait que je sache, selon mes informations, il n'existe pas encore un fonds dédié à l'innovation dans l'enseignement supérieur. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Nous avons accompagné des projets précis individuels. Il y avait par exemple les projets de robots pour les stationnements, etc., en les finançant par des subventions. Et comme je vous ai dit, le Fonds d'impulsion de la recherche et technique était en cours de transformation en un Fonds national de la recherche et de l'innovation, comme l'avait demandé la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Il faut mettre en œuvre cette directive du Conseil présidentiel. Mais l'autre aspect qui est important, c'est qu'il faut accompagner les entreprises pour qu'elles intègrent ces innovations. Et pour cela, il faut aussi un financement pour demain produire. Et dans cette production, un élément, un moteur important, c'est la commande publique. Si aujourd'hui l'État dit je vais commander 100 respirateurs et accompagner une entreprise qui va prendre en charge cette commande et travailler avec le PT ou travailler avec l'ESP, je pense que les choses peuvent aller très vite. Oui, professeur Mary-Teuw Niane, ancien ministre de l'enseignement supérieur, ancien recteur de Gaston Berger, l'université de Saint-Louis. Nous sommes toujours avec Aboubacar Sedirsi. Oui, Ousmane. PDG et fondateur du groupe Subdeco, bien sûr, qui fait office de leader à côté d'autres groupes au Sénégal et à l'étranger. Vous nous l'avez rappelé en début d'émission. Parlons un peu pour avancer des contenus de l'offre de formation. Aujourd'hui, quelle offre de formation? Parce que on parle beaucoup de la technologie, de l'innovation. Comment se positionne Subdeco par rapport aux nouveaux métiers du digital, notamment, comme on les appelle? Je pense que nous avons déjà un pôle depuis très longtemps, pôle innovation, d'informatique
qui a muté en pôle de développement numérique et de transformation numérique, qui prend en charge, bien entendu, toutes les formations dans ce domaine. Et ça a produit, nos étudiants sont recrutés, nos diplômés sont recrutés par les sociétés de télécom, les départements des grandes banques qui sont dans le domaine de la monétique. Nous avons un essaimage quand même assez important. Donc, ce qui veut dire que le besoin est là. Les besoins sont exprimés. Il y a des besoins énormes dans le secteur du numérique, dans la transformation digitale. C'est heureux d'ailleurs qu'on est dans le cadre du campus franco-sénégalais avec l'IMT Mines Télécom de Paris. Nous avons mis en place un bachelor en transformation digitale des entreprises. Vous savez, depuis quelque temps, nous parlons beaucoup de transformation digitale des entreprises, mais la question qu'il fallait se poser également, où sont les transformateurs, où sont les hommes qui devaient se Tout à fait. Donc, l'idée était là. Il fallait donc la concrétiser en formant des jeunes qui sont préparés pour aller dans les entreprises et assumer ces fonctions de transformateurs dans le domaine digital. Je pense que le professeur Marito l'a dit, il faut qu'il y ait une volonté nationale. Moi, je suis tout à fait... quand j'y réfléchis bien, connaissant bien le secteur de l'enseignement supérieur au Sénégal, le potentiel que nous avons, c'est extraordinaire. Je pense qu'on était dans une dynamique de révélation de ce potentiel-là, dans des différents programmes, dans des projets, et c'est ça qu'il faut réaliser de manière urgente, c'est de faire éclore ces talents, de leur donner le cadre, l'écosystème qui leur permet de s'exprimer au profit de l'économie nationale. Vous savez, on ne fait pas du numérique pour faire du numérique. Ça fait des bons, ça peut permettre à une économie des bons importants. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner dans l'industrie, dans même la sécurité. Nos étudiants qui ont gagné le prix Gaïa de 2000, ils ont conçu un logiciel qui permet d'assurer la sécurité de toute une ville. Donc, à partir d'une plateforme, tous les éléments, tous les ingrédients qui permettent aux services de sécurité d'intervenir dans telle ou telle zone, ils l'ont sur une plateforme. Que pensez-vous du plaidoyer de certains qui estiment que l'éducation au numérique, au digital, ça devrait être démarré dès le collège? Vous en pensez quoi? Mais absolument. Vous savez, plus l'enfant est formé à une technologie ou à des méthodes de travail, plus en arrivant dans le supérieur, il est préparé à aller dans des directions de performance très très importantes. Donc, je suis tout à fait d'avis que nous devrions regarder de plus près notre système d'enseignement depuis le primaire, voir quelles sont les innovations qu'il faut intégrer pour permettre d'atteindre l'enseignement supérieur dans les meilleures dispositions. Je disais tout à l'heure que tout le potentiel est là, si vous voulez. Au Sénégal, nous avons des ressources humaines de très très haut niveau. Mais il faut les canaliser cela dans un système, dans une réflexion d'ensemble. Adamou Moussa Saleh, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ESMT, l'École supérieure multinationale des télécoms, les télécommunications. Vous en pensez quoi, l'introduction du digital, du numérique, je parle de l'enseignement, de cette matière dès le collège, parce que souvent ce qu'on constate au Sénégal et qu'on hérite heureusement ou malheureusement du système francophone, c'est qu'on met trop en avant la théorie au détriment de la pratique. Vous en pensez quoi chez vous à l'ESMT? Merci Ousmane. Je pense que le digital aujourd'hui a toute sa place dans le dispositif global de la formation. Et donc dans ce cadre-là, plutôt on l'intègre dans le parcours, mieux c'est. Et quand on prend l'exemple des pays occidentaux, il y a aujourd'hui tout un dispositif qui a gagné de la maturité parce qu'ils ont mis en place vraiment des instruments pour accompagner les jeunes élèves depuis l'école primaire
le collège, le lycée, de telle sorte que lorsqu'ils arrivent au niveau du supérieur, c'est intégré déjà dans leur culture. Mamadou Lamine Goudiaby, vous êtes toujours avec nous, directeur de la formation à l'ESTM. Oui, je suis là. Oui, Adamou Moussa Saleh, directeur général de l'ESMT, parlait de compétences pour échanger régulièrement avec certaines entreprises du numérique au Sénégal. Ce qu'elle me rapporte, ce qu'elle explique souvent, c'est que c'est vrai que des étudiants leur arrivent au bureau, mais souvent avec beaucoup de théorie et peu de pratique. Est-ce qu'il y a moyen de revoir un peu la formation de ce côté des choses? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un débat et j'ai participé à une réflexion organisée par le CA Mythique en marge du CNRIA, je pense que c'était à l'EPT Thiès, et on avait invité le monde professionnel et les instituts de formation. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, le même débat s'était posé. Les entreprises disaient qu'au niveau de la formation, elles étaient obligées de réinvestir de l'argent pour former des diplômés qui sont déjà sortis, qui étaient censés être opérationnels sur le coup. Et de l'autre côté, peut-être les universités disaient en fait qu'elles n'avaient pas vocation à former sur des technologies particulières, ni à se positionner en agent commercial d'une technologie développée par une société particulière. Elles sont pour le savoir, comme on dit, l'art pour l'art? L'art est peut-être des compétences, mais basiques. Après, pour une entreprise qui est orientée selon une technologie particulière, il fallait... mais en fait, c'est un point de vue, mais qui n'était pas entièrement partagé parce que, voilà, en réalité, je pense qu'il faut que les entreprises et les instituts de formation travaillent ensemble. C'est clair que les universités ont une vocation qui est double. Aujourd'hui, la formation professionnelle est incluse dans leur mission, mais la formation générale qui aboutit à la recherche fondamentale aussi est important. ITEC spécial enseignement supérieur et Covid-19, merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation ce dimanche sur e-radio. Marito Niane, ancien ministre de l'enseignement supérieur et ancien recteur de Gaston Berger. Aboubakar Sedirsi, PDG et fondateur de Subdeco. Adamou Moussa Saleh, directeur général de l'ESMT. Papa Lundiaï, directeur général de l'ESP. Mamadou Lamine Goudiaby, directeur de la formation de l'ESTM. Et Mbaye Amar, directeur des opérations du groupe ISM. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission, à retrouver à l'instant sur mes réseaux LinkedIn et Facebook. Merci pour la fidélité toujours renouvelée. Excellent dimanche, excellente semaine.